Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Let's Go Digital. Aujourd'hui, on va parler de podcast, ou d'audio digital à la demande si vous préférez l'expression francophone. Et on va parler plus particulièrement d'hébergement de podcast. Je suis Magali Delamarre et dans le cadre de ma thèse pro sur ce format audio qui cartonne aujourd'hui, j'ai voulu savoir par où il fallait commencer pour diffuser son podcast sur les plateformes d'écoute. Les initiés sauront bien entendu qu'il faut tout d'abord héberger son fichier audio. Mais comment on héberge un podcast, justement ? Est-ce qu'on doit obligatoirement faire appel à un hébergeur ? Et c'est quoi exactement être hébergeur ? Pour Maxime Piquette, CEO et cofondateur de la plateforme française d'hébergement de podcasts Ocha, c'est bien plus que simplement stocker et distribuer des données. Et c'est ce dont nous avons pu discuter à travers une interview, un peu technique mais pas trop, autour du marché de l'hébergement audio, de son coût, des différentes fonctionnalités que peuvent offrir une plateforme spécialisée comme Ocha, et notamment des fonctionnalités qui permettent de monétiser son podcast. Bonjour Maxime, et merci d'avoir répondu présent pour parler podcast et hébergement. Bonjour Magali, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors Maxime, vous avez lancé avec Charles de Potter en juillet 2018 Ocha, qui est une plateforme d'hébergement de podcasts, et pas n'importe laquelle, puisque Ocha est leader sur le marché français de l'hébergement de podcasts. Alors comment on héberge un podcast, et c'est quoi exactement être hébergeur de podcast ? Alors être hébergeur de podcast, en tout cas, nous la façon dont on le voit chez Ocha, c'est de simplifier le fait, pour les podcasteurs et les podcasteuses, le fait de simplifier le fait de lancer son podcast et d'être présent sur les plateformes d'écoute. Et en réalité, ce qu'on peut penser au début quand on se lance dans le podcast, c'est que il suffit de se mettre en relation avec Apple Podcasts, Spotify, Deezer, ces plateformes d'écoute, pour directement leur transmettre votre fichier audio, votre production. Et en réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous lancez l'écoute d'un épisode sur l'une de ces applications, en réalité, vous lancez l'écoute à travers un hébergeur, comme Ocha par exemple, et ça, vous ne le voyez pas et vous ne le savez pas en réalité. Mais vous avez évidemment besoin d'un hébergeur, et pour aller un petit peu plus, pour être un peu plus précis, pour expliquer un petit peu plus le fonctionnement technique justement de l'écosystème podcast, il y a l'hébergeur qui héberge les fichiers audio, bien sûr, qui aussi réalise ce qu'on va appeler le flux RSS qui permet de formater toute la donnée, et on pourra bien sûr y revenir ensemble. Et ce flux RSS, c'est ce qui va permettre de communiquer entre les plateformes d'écoute et les hébergeurs toutes les informations qui sont liées au podcast. Et alors, on est obligé de passer par un hébergeur pour héberger son podcast, ou est-ce qu'on peut s'héberger soi-même ? Alors, il y a des solutions, il y a des techniques qui permettent d'héberger soi-même son podcast. C'est quand même de plus en plus compliqué, mais vraiment, ça reste possible. Il faut être un peu touche à tout en informatique pour parvenir à héberger soi-même son podcast. Par contre, là où très souvent on va pas avoir de solution si jamais on le fait vraiment de soi-même, c'est pour tout ce qui est de la data, de la donnée, parce que en le faisant soi-même, on va très rarement pouvoir récupérer les informations qui sont liées notamment à la consommation de ces podcasts. Et alors donc être hébergeur, en gros, c'est être l'hébergeur, c'est le prestataire qui héberge les données, c'est-à-dire qu'il les stocke en gérant une machine qui est le serveur, c'est ça ? Alors oui, alors si on prend un truc assez simple, c'est ça, c'est que quelque part on a des ordinateurs pour être encore plus vraiment plus clair. Nous on gère un parc d'ordinateurs qui va héberger ces fichiers. Toute la difficulté après réside dans dans la multiplication des fichiers, dans la demande qui parfois est énorme en termes de consommation, de téléchargement, et de faire en sorte que tout ça fonctionne bien, évidemment que tout ça soit rapide, que tout ça fonctionne bien. Et c'est là où tout de suite on arrive sur des problématiques d'infrastructures techniques qui sont beaucoup plus complexes, pour faire en sorte notamment que si demain on a un ordinateur qui ne fonctionne plus, donc un serveur, on en a un autre qui prend immédiatement le relais et que ça soit transparent. Et ça, d'un point de vue infrastructure, c'est tout de suite un petit peu plus complexe.
Très bien. Donc là, on a le serveur qui est la machine, donc qui stocke les données et qui les sert aux personnes qui demandent à y avoir accès. Et c'est l'hébergement donc qui génère le flux RSS, hein, c'est ça, qui est le flux de données que le serveur envoie aux internautes, donc qui souhaitent y accéder. Le flux RSS, il a une autre particularité, hein, c'est qu'il va notifier à toutes les personnes qui le reçoivent des nouvelles mises à jour, c'est ça? Alors, si je veux être un peu précis, je vais dire que non. En réalité, déjà le flux RSS, il est pas généré par le serveur, c'est vraiment une application qui est développée par l'hébergeur, en l'occurrence nous Ocha. C'est vraiment un service chez nous qui génère le flux RSS en fonction de toutes les données qu'on a nous en base de données sur le podcast. On génère ce flux RSS et on le met continuellement à jour dès lors qu'on voit qu'il y a un changement dessus. Et ensuite, et c'est justement l'une des contraintes du podcast aujourd'hui, c'est que sur la transmission des informations auprès des plateformes d'écoute, c'est que justement, c'est pas parce que on met à jour, c'est pas parce que on met à jour le flux RSS qu'immédiatement on envoie comme une notification aux plateformes. Malheureusement, le format ou l'écosystème podcast fonctionne pas comme ça. Et c'est dommage parce que c'est pour ça aussi que quand on publie un épisode, peu importe sur n'importe quelle plateforme, l'épisode n'est pas de façon instantanée disponible partout. En réalité, comment ça fonctionne? Ce sont les plateformes d'écoute qui vont scruter à des intervalles de temps différents les unes des autres, chacun des flux RSS qu'elles ont dans leur catalogue pour vérifier s'il y a ou pas un nouvel épisode qui est disponible. Et donc on imagine bien, notamment avec des plateformes comme Apple qui stocke des millions de podcasts dans leur catalogue, que ça prend un temps qui peut être parfois extrêmement long et c'est un process qui est extrêmement difficile et lourd d'aller scruter à chaque fois tous ces flux RSS toutes les heures pour vérifier s'il y a ou pas un nouvel épisode. D'accord. Et donc c'est ce qui explique notamment cette latence quand on publie un épisode et quand il arrive et qui est due tout simplement aux plateformes qui rafraîchissent leur contenu. D'accord. Je pensais vraiment que c'était très automatique en fait. C'est bien de le préciser. Et alors un podcast a-t-il toujours un flux RSS? Forcément. Après, tout dépend ce qu'on entend par podcast, parce que maintenant on parle aussi de podcast vidéo. Donc après, chacun a sa propre définition, mais j'ai aussi la mienne. Pour moi, le podcast justement repose sur le flux RSS parce que c'est l'origine même du podcast et c'est ce qui fait sa liberté justement. C'est ce qui est génial avec le podcast, c'est que le podcast est libre, le podcast est gratuit et que à partir d'un flux RSS, toutes les applications d'écoute qui le souhaitent peuvent référencer ce podcast de la même manière partout. Et donc, si vous n'avez pas de flux RSS, vous n'êtes pas présent dans les applications d'écoute de podcast. Et donc, de facto, on pourrait dire que vous n'avez pas de podcast. Et alors, quand on parle d'agrégateur, on parle de plateforme de diffusion. C'est la même chose, un agrégateur et une plateforme de diffusion? Oui, oui, les deux termes peuvent tout à fait, c'est la même chose. Donc la plateforme, c'est elle qui récupère les divers flux RSS des podcasts et qui les rend accessibles à tous via un logiciel unique. En gros, c'est ça la plateforme. Oui, vraiment, enfin, à plateforme ou agrégateur, mais en tout cas, la plateforme comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast va recevoir des flux RSS que nous on leur transmet, notamment quand il y a des nouvelles émissions, on va leur dire tiens, on va dire à Deezer tiens regarde il y a une nouvelle émission qui s'est créée, est-ce que tu peux la référencer dans ton catalogue et ça se fait automatiquement entre Deezer et Ocha et une fois qu'on a fait ce premier référencement, Deezer sait que cette émission existe et commence justement ce que j'expliquais juste avant, le fait de regarder continuellement si des épisodes sortent sur ce nouveau podcast pour les ajouter ensuite dans son catalogue. Et de manière plus large, comment se compose le marché de l'hébergement et pourquoi avoir lancé Ocha il y a 2 ans maintenant? Alors, la raison pour laquelle nous on a lancé Ocha il y a 2 ans, déjà pour mettre un peu de contexte, avant Ocha, on a lancé une boîte qui s'appelle Radio King et qui est spécialisée dans la création et la diffusion de radio sur Internet. Donc on était déjà dans le domaine de l'audio digital depuis à peu près. Alors à l'époque ça faisait 7 ans et aujourd'hui ça fait 10 ans.
Et à un moment donné, on s'est posé sur notre vision et sur comment on évoluait dans ce marché de l'audio digital. Et en analysant notamment d'autres marchés, comme celui de la télévision notamment, on a très vite compris que le Internet avait modifié la façon, non pas le moyen d'aller consommer la vidéo, parce qu'en réalité, la vidéo, vous pouvez très bien à travers Internet, vous pouvez la voir sur votre télévision, mais vous pouvez la voir aussi depuis votre ordinateur, et ça ne change pas la façon dont vous consommez la télévision si vous la consommez basiquement. Par contre, Internet avait permis de modifier justement le format, la façon de consommer la vidéo, avec notamment l'arrivée de YouTube ou de Netflix, avec une nouvelle façon de consommer, qui est une consommation à la demande, avec en plus de ça un large choix de catalogue qui permet d'être extrêmement précis sur ses choix et d'offrir ça aux spectateurs, avec en plus de ça une possibilité d'avoir un contrôle total sur le contenu qu'on consomme, avec le fait de pouvoir mettre en pause, pouvoir reprendre par la suite. Et enfin, bien sûr, ça c'est Internet qui le permet, mais cette mobilité qu'Internet permet. Et en fait, quand on a mis ça tout bout à bout, on a vraiment de façon très basique, mais on comprenait pourquoi aujourd'hui YouTube fonctionnait aussi bien vis-à-vis de la télévision. Et encore une fois, c'était pas parce que YouTube est sur Internet, c'est parce que Internet a permis un nouveau mode de consommation du média. Et on s'est demandé comment Internet pourrait permettre ce nouveau mode de consommation de l'audio en ayant exactement les mêmes possibilités, un large catalogue, un total contrôle, un contenu à la demande, une mobilité. Et qu'on a mis ça bout à bout sur l'audio, on a compris que c'était le podcast. On l'a pas inventé, on a très vite compris que c'était le podcast. Et c'est ce qui nous a donné l'assurance qu'il y avait un vrai potentiel pour ce marché. Et ensuite, une fois qu'on a pu évaluer ce point-là, surtout, c'est qu'on a compris aussi qu'il était complexe de faire du podcast, de le lancer. On en parlait juste avant, mais le podcast c'est un flux RSS, c'est du multiplateforme, etc. Donc c'est complexe. C'est pas comme publier une vidéo sur YouTube, c'est beaucoup plus complexe. Et donc on a compris aussi qu'on avait une vraie valeur ajoutée à apporter au marché en proposant une solution extrêmement simple pour lancer son podcast. Voilà. Et simplement nous qu'on est arrivé avec une première offre de podcast en France, en réalité il existait déjà une première société qui était plutôt bien implantée sur le marché, qui était Pipa, qui s'est fait racheter depuis, et il y avait d'autres services qui étaient plutôt associatifs, qui existaient également, ou des plus petites structures d'entreprise. Donc le marché n'était pas encore totalement abouti quand nous on est arrivé en France. Et aujourd'hui, vous êtes combien à héberger spécialement du podcast, l'audio digital? Alors, en termes d'hébergeurs, il y en a énormément. En réalité, il y a beaucoup d'hébergeurs de podcasts, non pas français, parce que ça, il y en a assez peu. Il y a assez peu d'hébergeurs purement français. En réalité, purement français, qui sont un peu connus sur le marché, je crois qu'on est 2. Et par contre, sur le plan international, on est beaucoup plus nombreux. Il y a des sociétés qui existaient en tout cas bien avant nous sur le marché de l'audio et surtout du podcast. Mais ça se compte en plusieurs dizaines, voire à mon avis, on dépasse facilement la centaine de services au total qui permettent l'hébergement de podcasts. Oui, donc c'est assez vaste. Et alors moi, je remarque une chose, c'est que Ocha, vous l'avez créé il y a 2 ans, et en seulement 2 ans, vous êtes devenu leader français des plateformes d'hébergement de podcasts. Et comment expliquez-vous ce succès et qu'est-ce qui vous différencie? Alors c'est toujours très difficile de répondre à cette question de pouvoir dire qu'est-ce qui a fait notre succès et puis j'aimerais croire que c'est pas fini, donc il y a encore beaucoup de choses à faire et je vais sûrement pas tout révéler, mais ce qu'on a très vite compris en tout cas avec le podcast, c'était que on avait affaire à une communauté qui était extrêmement connectée à différents niveaux, pas que sur les réseaux, mais même dans les événements, etc. qui aimait beaucoup communiquer. C'est normal aussi vis-à-vis de ce média. Et cette communauté était aussi très vite expert. C'est vrai qu'en général, et je mets des grosses guillemets sur le en général parce que il y a tout type de profil évidemment, mais beaucoup de nos clients beaucoup de nos utilisateurs sont des personnes qui sont très connectées dans le digital, qui évoluent beaucoup dans cet univers et donc savent parfaitement de quoi ils parlent. Et en plus de ça, ils communiquent beaucoup entre eux et le bouche à oreille est très fort
aujourd'hui dans le domaine du podcast. Et je pense que c'est ce qui a fait notre succès, c'est que on est arrivé avec une nouvelle promesse, on est arrivé avec un nouveau produit qui a séduit beaucoup de podcasteuses et de podcasteurs. Et grâce à ce produit, je pense que vraiment c'est ça, parce qu'on a fait assez peu, en réalité, on a fait assez peu de marketing et de communication au début, mais grâce à un produit qui a plu à beaucoup de ces podcasteuses et podcasteurs, on a réussi à nous implanter dans le marché très rapidement, notamment aussi avec des offres qui correspondaient à leurs besoins. Et c'est ce qui a permis. Je pense que c'est ça qui a permis notre développement. C'est surtout à tous nos premiers clients que on a réussi à se développer aussi vite. Et c'est surtout grâce à eux qu'on a réussi à devenir leader. Et alors aujourd'hui, Ocha, c'est combien de podcasts hébergés? À date, on est un peu plus de 2700 podcasts aujourd'hui hébergés sur Ocha en totalité. Et alors combien ça coûte un hébergement? Comme dans beaucoup de choses, il y a différentes offres. En tout cas, le prix de départ pour un premier podcast et pour une première émission, on est à 11 € par mois. Vous proposez trois forfaits différents suivant effectivement la prestation de service. Les tarifs passent de je crois jusqu'à 99 € par mois, mais tout dépend effectivement de ce qu'on en attend. Et alors justement, quelles sont ces prestations, parce que je me suis toujours demandé effectivement ce qu'on pouvait, quels étaient les services proposés par un hébergeur et plus particulièrement par un hébergeur spécialisé dans le podcast. En fait, il faut revenir à notre mission chez Ocha. Notre mission, c'est de permettre aux podcasteuses et aux podcasteurs de propulser leur production. Et donc, ça passe par, effectivement, on en parle là, mais ça passe par le simple et basique finalement hébergement. Mais vous avez beau héberger vos fichiers et ça s'arrête pas là. Et c'est là où on fait en sorte de remplir l'ensemble de la chaîne pour notamment travailler sur tout l'aspect distribution avec une connexion beaucoup plus simplifiée à toutes les plateformes. Et ensuite, on propose aussi un certain nombre d'outils de visibilité qui vont permettre à la communauté de podcasteurs de communiquer plus facilement sur leur production, notamment à travers le clip vidéo qui va permettre de faire une espèce de promotion sur les réseaux sociaux, à travers le Smart Link qui est vraiment un élément très spécifique à Ocha, à travers des pages dédiées comme la page podcast. Voilà, c'est vraiment un ensemble de choses. Après, on fait en sorte chez Ocha que dans la première offre, on ait la plupart des éléments qui permettent déjà de propulser son podcast. On est très attentif à ça. Et finalement, sur nos offres supérieures, et c'est là aussi où c'est une différence par rapport à beaucoup d'autres plateformes, on a fait le choix de proposer des tarifs très dégressifs dès lors que vous avez le souhait d'avoir plusieurs podcasts. Là où sur certaines plateformes, vous allez devoir payer plusieurs fois le même prix pour héberger 1, 2, 3, 4, 5 podcasts. Sur Ocha, on a fait le choix d'avoir un prix qui était très compétitif pour héberger d'office 5 podcasts ou voire en offre pro de façon totalement illimitée. Et c'est ce qui permet aussi, je pense, d'être assez compétitif sur notre produit avec cette offre qui permet le multi-émission. Oui, j'ai vu que les prestations que vous proposez sont vraiment diverses et donc comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, bon, sur les prestations qui vont être communes, on va dire aux trois forfaits, on va dire, on a le stockage illimité. Donc ce que vous expliquiez tout au début, c'est que évidemment vous distribuez sur les plateformes d'écoute. La plateforme d'écoute, c'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est Deezer, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, etc. Il y en a de plus en plus. Signer des partenariats avec les plateformes, c'est ça? Ou pas du tout? Comment ça se passe? Oui, on a surtout signé plusieurs partenariats avec différentes plateformes comme par exemple Deezer ou Spotify qui nous permettent à la fois de distribuer plus facilement les contenus qui sont hébergés sur Ocha, mais aussi par exemple dans le cas de Spotify d'avoir des accords qui permettent de faire remonter plus facilement la donnée sur Ocha. Et est-ce qu'on peut sélectionner les plateformes sur lesquelles on veut être diffusé ou pas, ou est-ce que on choisit l'option, enfin on demande à être diffusé sur les différentes plateformes, mais d'office on est diffusé sur toutes, ou est-ce qu'on peut sélectionner? En fait, le podcast étant déjà un format libre, dès lors que vous publiez un podcast, vous avez le risque
parce que vous avez un flux RSS, vous avez le risque que ce flux RSS puisse être utilisé par telle ou telle plateforme sans même que vous ayez fait une action de votre part. Je vous donne un exemple. Google Podcast, si jamais quand Google regarde toutes les pages web comme il le fait pour son moteur de recherche habituel, s'il repère qu'il y a un flux RSS podcast, il va automatiquement, sans même vous demander une validation, il va automatiquement l'ajouter dans son application Google Podcast. Donc, pour beaucoup de plateformes, enfin en tout cas pour certaines plateformes, ça se fait de façon automatique, et donc on ne peut pas forcément sélectionner là où on veut être ou ne pas être. Néanmoins, pour d'autres plateformes, notamment Deezer, notamment Spotify, il est possible de dire oui, go, no go. Mais en réalité, ça, c'est une problématique qu'on a assez peu parce que en général, quand vous souhaitez faire un podcast, vous souhaitez être diffusé et disponible partout sans vraiment faire ce filtrage. Et donc cette question se pose assez rarement. Et alors, et dans le sens inverse, est-ce que les plateformes sélectionnent ou peuvent sélectionner les podcasts qu'elles diffusent? Est-ce que leur intérêt, c'est évidemment de prendre un maximum de flux RSS, ou est-ce qu'il y a des plateformes qui, au contraire, vont être très sélectives sur les podcasts qu'elles vont diffuser? Comment ça se passe? Il n'y a pas de sélection aujourd'hui qui existe réellement. Je vais dire la plupart, mais en réalité, c'est pour ne pas dire toutes. Toutes les plateformes en réalité acceptent tous les podcasts. La seule limite, c'est celle qu'on connaît, qui est plutôt une limite juridique, où certaines plateformes peuvent a posteriori refuser ou supprimer une émission pour telle ou telle raison, parce que le contenu n'est pas approprié ou parce que éventuellement le contenu utilise de la musique soumise au droit d'auteur, et donc la plateforme décide de supprimer ça. Mais en général, et à nouveau, je dis en général, mais ça se passe comme ça, toutes les plateformes acceptent tous les podcasts. Alors vous le disiez tout à l'heure, Ocha, vraiment son objectif, c'est de propulser un maximum les podcasts qu'elle héberge. Vous l'expliquiez brièvement tout à l'heure en disant que vous mettez en place pas mal d'outils, notamment vous parliez des clips vidéo. Donc ça c'est quoi? C'est-à-dire que c'est Ocha qui crée des petits clips vidéo de manière automatique. Pour faciliter le partage sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand vous partagez un contenu sur les réseaux sociaux, on sait actuellement que la vidéo est le format qui est le plus engageant, 10 fois plus que n'importe quelle autre publication. Donc, si vous avez envie de créer l'engagement sur vos publications, si vous avez envie qu'elles soient plus visibles et à nouveau que ça amène vers du clic, il est préférable d'utiliser la vidéo. C'est pour ça que l'une des fonctionnalités de Ocha, c'est le clip vidéo qui permet, quand vous publiez un nouvel épisode, de pouvoir sélectionner les 30 secondes, le passage le plus intéressant de 30 secondes dans votre épisode, et d'en générer automatiquement une vidéo pour après la promouvoir sur les réseaux. Et ça va être promu sur tous les réseaux? Est-ce que c'est limité à Facebook, à Twitter? Je ne sais pas. En fait, vous téléchargez la vidéo et après, vous pouvez la publier là où vous le souhaitez. Ça fonctionne très bien sur Facebook, ça fonctionne sur Twitter, sur LinkedIn, ça fonctionne aussi sur Instagram et Snapchat. Donc ça fonctionne à peu près partout. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même aux podcasteurs de faire la démarche d'envoyer sur les réseaux. Il n'y a pas d'envoi automatique, c'est ça? Alors si, il y a aussi l'envoi automatique. Et l'envoi automatique se fait pour l'instant sur Ocha, il se fait sur Facebook et Twitter. Et on peut aussi choisir, c'est une des fonctionnalités de Ocha, le partage automatique. Et on peut aussi, quand on publie son épisode, prévoir automatiquement la diffusion d'un clip vidéo sur ces réseaux. Bon, alors il y a une chose qui est très importante pour les créateurs de podcasts, ce sont les statistiques d'écoute. Donc il s'agit des statistiques propres à son podcast. Ces statistiques, elles sont consultables en temps réel? Oui, elles sont consultables en temps réel. Vous pouvez les retrouver directement sur Ocha. Et les données qui sont présentées, c'est quoi? C'est des courbes d'audience? On a différentes données qui sont présentées sur les statistiques. On a à la fois effectivement la donnée la plus importante qui est le nombre d'écoutes qu'on a réalisées sur la période qu'on a sélectionnée.
Et ça, c'est possible de filtrer par ailleurs par épisode pour voir vraiment par épisode sa courbe d'audience, effectivement, son nombre d'écoutes par épisode. Après, on a différentes données. On va pouvoir savoir par quel appareil on a été le plus écouté. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par un ordinateur? On va savoir par quel biais on a été écouté, par quelle source. Est-ce que c'est Apple? Est-ce que c'est Spotify? Est-ce que c'est Deezer qui nous apporte le plus d'écoutes? On va avoir la géolocalisation pour savoir d'où proviennent nos écoutes. Et puis, il y a deux autres statistiques qu'on a sur Ocha qui sont assez sympas. Il y a Peak Time, qui est une fonction qui permet de savoir à quel moment de la journée et de la semaine vous êtes le plus écouté. Et une statistique propre à Apple Podcast qui permet, quand on est dans le classement Apple Podcast, d'avoir un suivi de sa position dans le classement. Et dans les statistiques, est-ce qu'on a accès à des données comme la durée d'écoute, le profil des auditeurs? C'est compliqué, j'imagine, le profil des auditeurs. C'est compliqué, d'autant que l'écoute de podcast ne nécessite pas d'inscription. Donc dès lors qu'elle ne nécessite pas d'inscription, et à la limite, j'ai presque envie de dire que c'est même pas plus mal comme ça. Dès lors qu'elle ne nécessite pas d'inscription, on ne peut pas avoir d'informations démographiques sur l'utilisateur. Maintenant, ceci étant dit, donc ça c'est côté hébergeur, évidemment on ne peut pas avoir cette information. Maintenant, certaines plateformes d'écoute, comme Spotify ou Deezer, elles permettent évidemment une écoute aussi sans être connecté, mais permettent évidemment, et c'est la plupart de leurs écoutes, d'écouter des podcasts tout en étant connecté. Et donc aujourd'hui, il est possible sur les dashboards qui sont spécifiques à Spotify ou sur les dashboards qui sont spécifiques à Deezer, d'avoir ce type d'information qui est remontée, notamment Deezer permet d'avoir une information sur la démographie de ses auditeurs. Et sur la durée d'écoute? Et sur la durée d'écoute, c'est la même chose. C'est-à-dire que la durée d'écoute, c'est un vaste sujet qui évidemment est un point très demandé, très recherché par les podcasteurs. En réalité, la durée d'écoute, sans rentrer trop dans le technique, mais c'est une donnée qu'on va pouvoir calculer sur le lecteur audio. Il s'avère que quand on est hébergeur, comme Ocha, on a des lecteurs audio, mais les lecteurs audio que nous avons, ce n'est pas les lecteurs audio qui sont les plus utilisés. Les lecteurs audio les plus utilisés, c'est ceux des plateformes tierces, comme Apple, comme Spotify, comme Deezer. Et donc c'est ces applications tierces, Apple, Spotify, Deezer, qui ont cette donnée-là de la complétion, de la durée d'écoute, et qui peuvent avoir cette donnée-là. Et donc la même chose, c'est qu'on peut à travers ces dashboards qui sont spécifiques à ces plateformes retrouver cette information. Et bon, alors on continue toujours sur tout ce à quoi on a accès quand on est hébergé chez Ocha. Bon, évidemment, il y a une page podcast et un player audio personnalisé. Vous parliez tout à l'heure des smart links. Donc ça, c'est pour partager facilement son podcast sur les réseaux sociaux. Donc c'est quoi? C'est une page. Comment? C'est quoi exactement? En fait, le smart link, on est parti d'une problématique que beaucoup de nos utilisateurs avaient, qui est que quand vous souhaitez partager le lien de votre podcast sur, par exemple, sur Twitter, le souci c'est que vous avez plein de liens à partager. Vous avez le lien Apple, vous avez le lien Deezer, Spotify, etc., etc. Et donc vous savez jamais lequel partager. Et le smart link, c'est ça, c'est que c'est une page qui va afficher l'ensemble des liens qui permettent de vous écouter directement. Ce qui fait que vous avez un seul lien à partager, c'est le smart link, et à travers ce lien-là, l'auditeur va choisir la plateforme qu'il préfère pour aller écouter votre podcast. Et alors, donc bon, on l'a vu, hein, suivant le forfait qu'on choisit, on va avoir le droit, la possibilité en tout cas d'héberger un nombre d'émissions qui va varier de 1 à 5 ou même de manière illimitée. On a une durée d'encodage mensuelle qui va varier aussi entre 5 et 30 heures. Et puis on a aussi le nombre d'utilisateurs qui va varier. Après, on a dans les forfaits au-delà du forfait de base, on va dire, la fameuse analyse peak time dont vous parliez tout à l'heure, le classement et les avis podcast sur Apple Podcast, mais aussi d'autres possibilités comme la distribution sur YouTube, les webhooks. Je veux bien que vous m'en disiez un petit peu plus là-dessus aussi. Sur la distribution YouTube
En fait, vous convertissez, c'est ça, les fichiers pour que ce soit de la vidéo et c'est mis automatiquement sur la plateforme, c'est ça? C'est exactement ça. On pourrait croire que c'est assez étrange finalement de mettre du podcast sur YouTube, mais déjà il faut se dire une chose, c'est que YouTube est une plateforme qui est extrêmement utilisée par de nombreuses personnes qui sont pas forcément, d'ailleurs pour certaines, des personnes qui sont encore des connaisseurs de podcasts. Et donc ça permet parfois aussi d'avoir de mettre un premier pied dans le monde du podcast et de découvrir ça. Enfin, YouTube est le deuxième moteur de recherche mondial. Donc très clairement, être sur YouTube et apparaître dans les recherches YouTube, ça a quand même un intérêt qui est quand même assez fort, qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, on le sait aujourd'hui, c'est que quand vous tapez une recherche sur Google, là pour le coup sur le moteur de recherche Google, bien souvent vous avez des vidéos YouTube qui sont proposées. Donc c'est le double effet agréable qui est que à la fois on profite du moteur de recherche de YouTube, mais aussi on profite en étant sur YouTube du moteur de recherche de Google en apparaissant en vidéo. Et les webhooks alors, c'est quoi? Les webhooks, c'est plus pour ceux qui sont un petit peu plus qui aiment bien tout automatiser. Les webhooks, alors c'est pas facile à expliquer, c'est un truc un petit peu informatique, mais c'est pour automatiser des actions. J'explique. Le webhook, c'est notamment un système qui va vous permettre, je vous dis une bêtise, de repérer que vous avez planifié un nouvel épisode et de générer une suite d'actions automatiques grâce à ça. Vous avez des applications aujourd'hui qui permettent d'automatiser plein d'actions. Par exemple, voilà, vous publiez un épisode et vous dites, lorsque je publie un épisode demain, je veux que automatiquement il y ait un tweet qui soit envoyé à tel endroit et un message de Slack qui soit envoyé à tel autre endroit. C'est ce qui permet de faire les webhooks. Voilà. Très pratique. Très pratique. Donc Ocha propose de nombreuses options à ses utilisateurs. Parmi toutes ces options, il y a aussi l'option de monétisation automatique et une option aussi de programmation de campagne publicitaire qui est réservée, elle, au programme Studio et Pro. Ça signifie qu'Ocha, en plus d'être hébergeur, est aussi une régie publicitaire? On pourrait dire ça. Enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est de permettre aux podcasteuses et podcasteurs sur Ocha de pouvoir bénéficier de monétisation s'ils le souhaitent, si c'est leur souhait, de pouvoir en tout cas monétiser facilement leur contenu. On s'est associé notamment avec un outil qui s'appelle Soundcast qui permet de monétiser, d'intégrer facilement de la publicité dans ces podcasts. Et il s'avère qu'effectivement, on a récemment intégré deux personnes qui sont des pros de la monétisation, des personnes qui ont vraiment accès aux agences médias, aux annonceurs, aux places de marché pour justement favoriser le fait qu'il y ait des annonces. Maintenant, on n'est pas une régie purement parce que, et la preuve en est qu'on intègre d'autres régies sur Ocha. C'est plus une solution complémentaire qu'on peut proposer qui est extrêmement simple, mais on laisse toujours le choix, et c'est vraiment le plus important chez nous, c'est de laisser toujours le choix aux utilisateurs de choisir par quels moyens ils ont envie de monétiser leur contenu. D'accord, donc c'est une régie publicitaire, mais qui va être réservée aux podcasts hébergés par Ocha, mais pas à tous les podcasts hébergés. Je crois il faut avoir un minimum d'écoute mensuelle pour pouvoir accéder à ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, il faut un minimum d'écoute, c'est obligatoire parce que après, en termes de gestion, évidemment, gérer des podcasts, gérer la monétisation de podcasts, c'est tout un job. Donc il y a forcément un minimum. Et il y a d'autant plus un minimum que si vous n'avez pas ce minimum, vraiment en termes de revenus, vous n'allez pas générer grand chose. Donc de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut au moins être sur 5000 écoutes mensuelles pour commencer à monétiser, pour commencer à pouvoir percevoir des revenus. Voilà. Et alors comment ça fonctionne, l'option de monétisation automatique? C'est très simple. En fait, dès lors que vous avez atteint les 5000 écoutes mensuelles, à travers directement Ocha, vous pouvez activer cette fonction. On va vous demander des informations un petit peu plus complémentaires sur votre podcast. Nous donner quelques informations, le brief, comment vous parleriez de votre podcast. Et puis vous laissez aussi le choix de pouvoir nous indiquer quel type d'annonceur vous ne souhaitez pas. Est-ce que il y a des secteurs notamment que vous ne souhaitez pas avoir en diffusion sur votre podcast? Une fois que ça c'est fait, automatiquement vous êtes enregistré
dans la marketplace Ocha pour les podcasts. Et donc, dès lors que il y a des nouvelles annonces, des nouvelles campagnes publicitaires qui sont disponibles sur Ocha, eh bien, c'est justement l'équipe en interne qui va pouvoir faire ce match entre les podcasts qui sont pertinents pour la campagne et cette campagne. Et dès lors que cette campagne est terminée, chaque mois, on envoie désormais un récapitulatif des revenus générés à travers cette campagne. Et alors les messages publicitaires qui sont intégrés, ils proviennent d'où? Ils proviennent j'imagine, d'agences médias ou directement des annonceurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, plus souvent d'ailleurs des agences médias qui ont créé l'annonce pour le compte d'annonceurs, mais oui, tout en sachant que maintenant ça a quand même bien évolué. Là où avant on avait vraiment des annonces qui étaient des annonces typiques de ce qu'on pouvait entendre en radio. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et aujourd'hui, on a de plus en plus d'annonces qui sont spécifiques au podcast et qui sont donc un peu plus agréables à écouter en podcast. Et alors, vous disiez tout à l'heure que un podcasteur peut cibler ou écarter un certain type de messages publicitaires pour éviter qu'un certain type de message soit accroché à son podcast. Est-ce qu'à l'inverse, les agences médias, les annonceurs peuvent cibler les podcasts sur lesquels ils vont attacher la publicité, ou est-ce que c'est vraiment vos équipes internes qui font tout de A à Z? J'imagine est-ce qu'ils les consultent pour savoir s'ils peuvent être associés à tel ou tel podcast? En fait, comment ça marche? C'est assez simple au final, c'est que les agences médias ou les annonceurs font appel notamment à Ocha pour dire bah voilà, on souhaiterait diffuser une annonce et on souhaiterait la diffuser spécialement sur tel type de podcast ou on aimerait essayer d'atteindre telle cible. Voilà, plutôt des hommes jeunes dans l'univers du jeu vidéo. Et à partir de ce brief-là, effectivement, nos équipes en interne, et grâce aussi aux données que nous on peut avoir sur les podcasts, on va déterminer une espèce de sélection de podcasts qui sont totalement cohérents pour la marque. Mais généralement, quand c'est cohérent pour la marque, c'est en plus de ça l'effet bonus, c'est que c'est très cohérent pour le podcast. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous avez par exemple une campagne pour une célèbre marque de jeux vidéo, forcément on va sélectionner nous des podcasts qui sont en relation avec ça et ça a aussi du sens pour les podcasteurs. Et donc on crée ce match-là. Il faut savoir aussi que les annonceurs, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que l'annonce soit bien ciblée, mais aussi diffusée le plus largement possible. C'est pour ça que on fait une sélection, on fait une proposition de cette sélection à l'annonceur. Mais généralement, les annonceurs choisissent pas spécialement. Ou si on n'est pas dans le programmatique, on est sur d'autres domaines, mais ils choisissent pas spécialement les podcasts sur lesquels ils souhaitent diffuser. Et comment sont rémunérés Ocha et les podcasteurs, les producteurs de podcasts qui ont opté pour la monétisation automatique? Alors, on est très transparent là-dessus. Aujourd'hui, le revenu il est partagé en deux. 60% des revenus de la campagne d'annonce revient évidemment aux podcasteuses et aux podcasteurs, et 40% des revenus reviennent à la fois en partie à Ocha et notamment aux commerciaux surtout qui ont généré et mis en place cette campagne, et aussi il y a une partie de frais techniques qui sont dédiés à l'outil qu'on utilise pour la programmation des publicités. Et les revenus publicitaires, ils sont constitués comment? Comment on les calcule? Comment c'est du coup par clic, comment ça se passe? Alors on est sur du CPM, donc c'est du coût par mille qui est en fonction des écoutes. Le CPM il est négocié en amont avec l'annonceur. Et évidemment, côté Ocha, on fait toujours le maximum parce que c'est un intérêt commun qu'on partage avec les podcasteurs, qui est que plus le CPM est intéressant, évidemment plus ça a d'intérêt. Maintenant, il faut trouver le bon deal à la fois pour l'annonceur et à la fois pour les podcasteurs. Et nous, on négocie au nom des podcasteurs là-dessus. On négocie le CPM le plus haut possible. Et une fois qu'on a ce CPM, quand on configure la campagne, eh bien, c'est en fonction du nombre de fois que la campagne a été écoutée pour chaque podcast. Et alors, à côté de la monétisation automatique, il existe une option de programmation manuelle de campagne publicitaire.
Alors là, comment ça marche pour le coup? Eh ben, dans la même mesure, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on veut vraiment laisser nos utilisateurs pouvoir gérer la monétisation comme ils l'entendent. Et il s'avère aujourd'hui que certains de nos utilisateurs ont des demandes parfois d'annonceurs en direct pour annoncer sur leur podcast. Et quand ils ont ces demandes-là, parfois ils savent pas comment les traiter et comment les gérer. Eh bien, c'est ce que va permettre justement la programmation manuelle, c'est de leur permettre eux, de leur côté, de programmer eux-mêmes une publicité au début du podcast en sectionnant par exemple une période de telle date à telle date et ou en sectionnant aussi un maximum de nombre d'écoutes sur lesquelles on a envie que cette publicité soit diffusée. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il faut le préciser, c'est important. Là, dans ce cadre-là, c'est un outil technique qu'on met à disposition à nos utilisateurs. Et dans ce cadre-là, Ocha ne perçoit aucun revenu. Et donc ça c'est typiquement l'option qui va intéresser les podcasteurs qui vont faire de l'host read, si j'utilise le bon terme, c'est ça, c'est le sponsoring, c'est-à-dire quand l'host du podcast enregistre lui-même un message publicitaire pour que le message publicitaire, on va dire, soit plus soft aux oreilles de l'auditeur, c'est ça? Alors oui, le host read, c'est ça, c'est effectivement quand c'est le podcasteur qui fait lui-même l'annonce. Après, cet outil peut être utilisé dans ce cadre-là. On peut tout à fait s'enregistrer en amont et prévoir la diffusion de ça. Sinon, parfois aussi, certains de nos utilisateurs vont directement, pendant l'enregistrement, parler de l'annonceur et ne pas utiliser spécialement la programmation manuelle. Et d'accord. Mais bon, oui, je parle de l'host read, mais le podcasteur vers qui donc un annonceur va être allé directement, qui va vouloir attacher au podcast un message publicitaire sans forcément faire du sponsoring de l'host read. Et là, c'est possible aussi grâce à cet ad serveur que vous mettez à la disposition des utilisateurs d'Ocha. Oui, c'est leur permettre de diffuser leur propre publicité. Quand ils ont des demandes d'annonceurs, c'est leur permettre de faire cette diffusion de publicité en direct. Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut cumuler la monétisation automatique et la monétisation manuelle? On peut profiter des deux? Bien sûr, pas de souci. Bien sûr, c'est possible. Génial. Et alors j'ai vu aussi que depuis peu, je crois que c'est depuis le mois de juin, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est depuis le mois de juin que Ocha est labellisé par l'ACPM. Et j'aurais voulu savoir ce que c'était exactement que cette labellisation ACPM. Alors, l'ACPM, c'est une association qui existe depuis très longtemps, qui à la base d'ailleurs va comptabiliser les ventes des journaux. Donc, c'est un organisme presse qui a été édité, enfin qui a été imaginé notamment par la presse il y a très longtemps de ça. C'est vraiment une association qui est assez ancienne, mais qui prend tout son poids aussi là-dedans. Plus récemment, ils ont commencé à ajouter un outil de labellisation pour les web radios et encore plus récemment, et effectivement, on l'a rejoint. On a été le premier hébergeur français à rejoindre. Ils ont sorti une labellisation podcast. Et ça, c'est très intéressant parce que cette labellisation, elle est extrêmement regardée par les annonceurs. C'est vraiment les annonceurs français regardent ce qui se passe par la CPM parce que ils connaissent comment est comptabilisé, sont labellisées les audiences et ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en la CPM pour bien labelliser les audiences. Et pour le coup, c'est extrêmement compliqué aussi d'ailleurs d'être labellisé ACPM parce que techniquement, c'est un vrai enjeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CPM va vérifier tous les jours les données qu'on leur donne de la façon suivante, c'est que on leur donne pour par exemple un podcast donné, on va leur dire voilà, sur la journée d'hier, ce podcast par exemple, il a fait 1000 écoutes, très bien, il a fait 1000 écoutes, mais en même temps, on leur donne ce qu'on va appeler, nous, les logs, c'est-à-dire tout ce qui nous a permis de calculer ces 1000 écoutes. Et eux recalculent de leur côté, de façon totalement séparée, ces écoutes. Et si jamais on n'arrive pas au même chiffre, là, il y a une sonnette d'alarme qui s'allume pour dire « Ah non, là, il y a un souci. Nous, on compte pas les 1000 écoutes, on n'en compte que 900. Donc, il y a un souci, il va falloir résoudre ça, ça ne va pas. » Et ça, c'est fait tous les jours. Et donc, tous les jours, la CPM vérifie nos audiences. Donc c'est un grand intérêt, on va dire, par rapport aux annonceurs, c'est ça. Ce que vous disiez, c'est que quelque part ça rassure les annonceurs parce qu'on va ils vont pouvoir comparer les chiffres d'un podcast
avec les chiffres d'un autre podcast en partant de la même base, c'est-à-dire qu'ils vont comparer, ils peuvent comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire puisque la mesure est identique, c'est ça. Exactement, exactement. C'est ça. C'est que jusqu'à présent, chaque hébergeur a sa propre méthode de calcul, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas de, il y a rien qui était défini sur ça. Donc chaque hébergeur avait un peu sa propre méthode de calcul. Là, avec la CPM, on a une méthode qui est unique et qui permet effectivement de pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc Ocha a le label et la certification, c'est quoi exactement? Quelle est la différence entre le label et la certification? Je crois que pour être certifié, ce sont les podcasts qui sont certifiés et pour l'être, il faut payer quelque chose à la CPM, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que en tant que podcasteur, si on veut être certifié, si on veut justement avoir ces chiffres qui sont repris par la CPM et aussi surtout communiquer après, puisque ces chiffres-là sont communiqués en public. Il faut se rapprocher de la CPM. Et effectivement, il y a un coût. J'avoue, je connais pas précisément le coût. On est sur, je crois, quelques centaines d'euros. Mais effectivement, c'est pas parce que Ocha est labellisé à CPM que tout le monde est certifié. Pour être certifié, il faut faire appel à la CPM pour notamment avoir ces chiffres qui sont remontés dans les publications de la CPM. Donc aujourd'hui, pour résumer, aujourd'hui, la principale manière de monétiser un podcast, c'est de lui attacher de la publicité audio. Mais les investissements publicitaires sont parfois limités parce qu'il n'existe pas de mesure d'audience unique et donc comparable. Et donc avec cette labellisation ACPM, quelque part, on commence à marcher dans la direction d'une uniformisation de la mesure d'audience qui permettra d'encourager la monétisation publicitaire, c'est ça? Totalement, parce que jusqu'à présent, à nouveau, les annonceurs étaient dans un flou complet et c'était pas très clair pour eux au niveau des audiences. Et là, aujourd'hui, la CPM permet de remettre un peu d'ordre là-dedans et de rassurer les annonceurs, effectivement. Et alors, dans l'uniformisation, de la mesure d'audience, il me semble qu'il y a une autre entité que l'on connaît bien puisque c'est Médiamétrie qui propose elle aussi un label. Pourquoi plus la CPM que Médiamétrie? Est-ce qu'ils ont des territoires différents? Qu'est-ce que ça implique en fait? Alors, il s'avère que nous, chez Ocha, on travaille avec les deux. On est à la fois labellisé ACPM, mais on intègre aussi la solution de médiamétrie qui s'appelle Istat Podcast. On fait les deux et on permet tout à fait les deux. C'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement pour les mêmes intérêts. Voilà, ils sont pas forcément, c'est pas forcément l'un ou l'autre pour information. Mais Istat Podcast permet aussi d'avoir une comptabilisation de ces données par Médiamétrie, ce qui peut aussi avoir de l'intérêt, là encore, pour les annonceurs. Et alors, donc, si le podcast est financé principalement par les annonceurs aujourd'hui, le podcast, c'est aussi un outil formidable pour les marques et les entreprises parce qu'elles peuvent donc attacher des messages publicitaires à des podcasts, mais aussi parce qu'elles peuvent créer également leur propre podcast pour communiquer sur leur marque, sur leur entreprise, faisant ce qu'on appelle du podcast brand content, du podcast de marque. Ocha, c'est la plateforme qui héberge en France le plus de podcasts de marque. Combien de podcasts de marque, justement, cela représente-t-il à peu près? Ouais, aujourd'hui, on héberge une cinquantaine de podcasts de marque. Et encore, c'est difficile à dire parce que on les voit pas tous passer non plus. Donc, mais on a au moins aujourd'hui une cinquantaine de podcasts de marque qui sont hébergés sur Ocha. Tout secteur confondu Tout secteur confondu, on a des podcasts dans le domaine bancaire, on a des podcasts dans le luxe, on a des podcasts dans le domaine de la mode, dans le domaine du sport, dans le domaine des assurances. Je pense qu'on couvre effectivement beaucoup de secteurs puisque et c'est ça qui est aussi top avec le podcast, c'est que finalement ça permet à toutes ces marques et n'importe quelle marque d'ailleurs, qu'elle soit peu importe justement son domaine, de pouvoir communiquer, de pouvoir passer un message qui aussi, c'est un peu ce qu'on recommande en général, un message qui est un petit peu différent des messages qu'on peut percevoir en général des marques. Donc, vous avez à peu près 2700 podcasts et sur les 2700 podcasts, on va considérer qu'il y en a à peu près une cinquantaine qui sont des podcasts de marque pour avoir une idée un peu de la tendance. Donc, vous me disiez qu'il y a beaucoup de secteurs qui font du podcast de marque. Vous avez remarqué, est-ce qu'il y a certains secteurs, oui, qui sont plus
qui ont tendance à plus faire du podcast de marque que d'autres. Alors, juste pour préciser ce que vous venez de dire, à nouveau, en fait, comme on a beaucoup de productions qui se créent chaque jour, on les voit pas tous passer. Donc là, il est vrai que les 50 podcasts que je vous indique, c'est les 50 podcasts avec qui on échange un peu plus, on est un peu plus connecté. C'est souvent, pour tout dire aussi, c'est souvent des podcasts qui sont faits par des grands comptes, souvent 440, et c'est pour ça qu'on les connaît un peu plus. Après, je pense que ça dépasse plus que ça, et que voilà, simplement pour se dire, il y a très certainement un petit peu plus que ça par rapport aux 2700. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a des secteurs de marques, d'entreprises qui sont plus enclins à faire du podcast que d'autres? C'est une bonne question. J'avoue qu'étrangement, on remarque en tout cas que le domaine de la finance, de la banque, etc., c'est un domaine qui s'entend beaucoup du podcast. Alors j'aurais pu s'imaginer en secteur dominant plutôt le luxe, la mode, des choses comme ça, et finalement non, c'est plutôt peut-être le secteur bancaire. Bon, c'est peut-être difficile comme ça. Non mais vraiment en mode élite. Ouais, en vrai, ça c'est sûr. C'est très difficile pour moi aujourd'hui de pouvoir faire cette généralité, parce que c'est pas des données qu'on récupère particulièrement sur nos clients, mais il est vrai qu'on a beaucoup de podcasts aujourd'hui sur le domaine de la finance qui existent, parce que en plus de ça, il faut pas oublier que l'audio, c'est un média qu'on peut consommer tout en faisant autre chose, et donc ça a du sens, notamment pour des métiers où voilà, le temps est une donnée, une denrée rare, et donc voilà, ça leur permet de pouvoir notamment conduire tout en écoutant un contenu X ou Y. Après, sur le domaine du luxe, bien sûr, hein, on en a plusieurs qui existent. C'est simplement pas le même type de production. C'est ça aussi qui fait que c'est peut-être un peu plus rare, mais c'est pas non plus le même type de production. Dans le domaine du luxe ou dans le domaine de la mode, vous allez avoir des productions qui sont un petit peu plus, je vais pas dire un peu plus travaillées, mais simplement un peu plus avec un peu plus de storytelling, un peu plus de montage, un peu plus d'histoire. Et donc ça demande beaucoup plus de temps, ça demande aussi beaucoup plus de moyens quand vous faites un podcast de ce type. Là où en finance, avec on va avoir plus des podcasts d'information, et à nouveau, ces podcasts-là sont beaucoup moins complexes à produire. Et est-ce qu'il y a au contraire des secteurs et qui n'ont pas encore exploré le podcast de marque? Certainement, c'est oui, sûr. Mais où est-ce qu'il y a en tout cas un secteur où on se dit bah tiens, c'est étrange, ils font pas de podcast de marque, pourtant ça aurait un intérêt énorme pour ce secteur. On pourrait penser. Non, en réalité, vraiment, mais c'est ce qui est à nouveau, hein, ce qui est sympa avec le podcast, c'est que tout le monde s'y met un peu en réalité. Il y a pas une branche quelque part, un secteur d'activité en particulier qui ne s'y met pas. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on peut même regarder ça côté secteur, mais quand on regarde même côté métier, c'est amusant de voir que même sur les différentes branches métiers, on va avoir de l'intérêt à faire du podcast, que ce soit pour les ressources humaines, que ce soit pour les commerciaux, que ce soit même pour la production. Je pense notamment aux garages qui peuvent avoir de l'intérêt à faire du podcast. Donc non, en fait, je crois pas qu'il y ait encore de secteur qui s'y est pas intéressé, et bien au contraire, j'ai l'impression que tout le monde s'y met un petit peu, et c'est bien comme ça. Et alors justement, vous parliez de grosses entreprises, de grosses marques. Je ne sais pas si on peut en citer quelques-unes, mais est-ce que justement le podcast de marque, c'est justement, est-ce que c'est un petit luxe que peuvent seulement s'offrir les grosses entreprises, ou est-ce qu'au contraire, non, on peut aussi être une petite start-up, avoir beaucoup de moyens et faire son podcast de marque? Alors, je vous rassure tout de suite, tout le monde peut faire du podcast, et c'est ça qui est top, et prend autant de plaisir à héberger des podcasts de grands groupes que d'héberger des startups. Je pense notamment à une startup qui s'appelle L'Heura Curieux, qui propose des kits pour les enfants avec des moments ludiques. Ils ont lancé leur podcast. C'est une startup, hein, si je dis pas trop de bêtises, mais c'est une startup qui s'est lancée il y a pas si longtemps que ça, et donc ils ont lancé leur podcast à côté. Et donc là, on est totalement de l'autre côté du scope. On a des grands groupes comme BNP Paribas, comme AXA, comme SNCF ou EDF qui évidemment ont aussi lancé leur podcast, mais ça touche tout le monde, et même les startups justement qui se lancent maintenant de plus en plus. C'est ça qui est
assez sympa, c'est que de plus en plus les startups qui se lancent, là où souvent les priorités c'était de lancer un blog, voire lancer une chaîne YouTube, maintenant très vite, voire parfois en premier, pensent tout de suite à lancer un podcast aussi pour communiquer à travers leurs produits et c'est assez sympa parce que ça leur permet à nouveau de communiquer peut-être de façon un peu différente par rapport à ce qu'on peut avoir sur d'autres formats. Et oui, c'est un très bel outil de communication, le podcast. Et alors, depuis quand à peu près avez-vous à constater cet engouement des marques et des entreprises pour le podcast? Alors vraiment, nous on l'a constaté dès le début. Très vite, on a été contacté par des entreprises qui voulaient faire du podcast et sincèrement, depuis qu'on a lancé, ça ne fait que s'amplifier. Pour l'instant, il n'y a pas de creux. On a de plus en plus de demandes d'entreprises pour faire du podcast de marque et on espère bien et on pense bien que ça va durer. C'est pas un élan qui va s'essouffler. Vous pensez que le podcast par les marques et les entreprises a encore de beaux jours devant lui? Oui, parce que et je pense vraiment qu'on est qu'au début, parce que on est encore dans une période d'évangélisation auprès des marques, mais pas uniquement, même auprès des auditeurs. Il y a vraiment encore un gros travail d'évangélisation pour expliquer ce que c'est le podcast, comment on le consomme, qu'est-ce qui fait la particularité du podcast, ce côté très sincère qu'on peut avoir dans le podcast, ce côté très proche avec les auditeurs et la communauté. Donc il y a beaucoup d'éléments qui restent à percevoir pour on va dire le commun des mortels qui connaissent pas forcément le podcast, qui vont être amenés à le découvrir. Et donc ça amène toute une possibilité encore de développement. Je pense que en plus de ça, par rapport à notre société aujourd'hui, d'une part le format du podcast, on voit bien qu'il est de plus en plus adapté avec le fait d'être libre, de pouvoir consommer son contenu quand on le souhaite et en plus d'être extrêmement difficile sur le choix du contenu qu'on a envie d'écouter. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on évolue, on a de plus en plus envie de revenir à quelque chose de vrai, à quelque chose d'honnête, de pas fake tout simplement, et d'entendre des vrais messages mais portés par des vrais humains et d'avoir un peu moins le message porté par le côté personne morale qu'on peut avoir des entreprises, mais entendre les vrais humains parler des marques. Et je pense que c'est ça qui peut être amené aussi à travers le podcast, là où c'est beaucoup plus difficile à l'écrit ou même en vidéo. Avec l'audio, on est obligé de se projeter, on est obligé de faire travailler son imaginaire, et à travers ça, il y a tout ce sentiment de sincérité qu'on peut avoir. Faut-il encore bien le travailler, mais c'est un super levier pour les marques demain. Bon, alors le mot de la fin, c'est que le podcast a encore de très très beaux jours devant lui. Ah, mais j'en suis persuadé, ça, c'est certain, Magali. Et je vous le souhaite. Merci Maxime pour cet échange, pour votre regard expert. À bientôt, j'espère. Merci Magali, à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et que, comme moi, votre conception de l'hébergement audio n'est plus tout à fait la même. Si vous souhaitez échanger là-dessus, ou sur le podcast de manière générale, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt!